maintenant donner la parole au public. Si vous avez des questions qui ont rapport avec le sujet, surtout. Je voudrais rappeler, en attendant que vous cherchez, vous avez une question, monsieur? Vous vous levez, vous parlez fort, vous dites votre nom, s'il vous plaît. Oui, Frédéric Daniel Gandus, philosophe du politique et de la religion. On n'entend pas. Frédéric Daniel Gandus, philosophe du politique et de la religion. J'ai quitté la France, en fait, d'abord pour l'Angleterre, parce que je ne pouvais plus trop parler dans les universités françaises. Et les professeurs là-bas n'étaient pas trop courageux. Donc ensuite, j'ai été à Oxford, Cambridge, etc. L'Angleterre est devenue un peu comme la France, donc ensuite j'ai fait mon alia. Et bon, maintenant j'ai un magazine qui s'appelle Construire Ensemble, premier magazine franco-israélien avec des vrais textes. Et donc je voulais poser une question à M. Benogros, notamment, concernant le plus grave problème de la postmodernité telle qu'il se pose à nous. Est-ce que c'est pas le fait que il n'y a pas dans tout ce qu'on peut apporter, dans toute cette richesse qu'on a entendue des discours, on n'arrive pas en fait à transmettre ça aux hommes politiques qui nous dirigent. Il n'y a pas par exemple d'enseignement de pensée juive ou de philosophie ou de vision sur le long terme, comme ça existait aussi en histoire, qui soit enseigné et intégré par des hommes politiques. Et je pense aussi, on a parlé des sociétés traditionnelles. Dans les sociétés traditionnelles, et même par exemple à l'époque du roi David, le roi David n'aurait pas été roi s'il n'avait pas d'abord vaincu Goliath. C'est-à-dire qu'il y avait une épreuve de vie, et à partir d'une épreuve de vie, on disait celui-là peut-être vaut quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a que des gens qui promettent, on les laisse promettre, ils tiennent généralement pas leurs promesses, et ensuite, il n'y a rien qui se passe, ou ils sont de temps en temps punis, effectivement. Alors, est-ce que le plus grave problème, c'est pas d'intégrer de l'enseignement de long terme et de longue vision dans un monde où en fait la plupart des hommes politiques viennent du droit, du monde des affaires, des commerces, de formations comme ça, et qu'après ils s'en foutent complètement des histoires d'identité, etc. Ou alors ils font juste ce qu'il faut pour maintenir une majorité qui concerne le moment de... Voilà. Merci monsieur. Il y a d'autres questions, je propose qu'on les groupe. Hein. Oui. Oui monsieur, levez-vous s'il vous plaît et parlez fort. Est-ce qu'en ce moment, on entend dans la politique que le gouvernement voudrait donner une définition d'État juif? Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas? Bien sûr, des questions. Il y a une autre question? Moi, est-ce que je peux dire quelque chose? Bien sûr, quelle question? D'abord, je voudrais rappeler que Shmuel, par exemple, quand il parle du postmodernisme, il parle du saint néant. C'est ça, hein, à peu près ça. Du saint néant, vous avez entendu de quoi on parle? Du néant. C'est pourquoi moi, la raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est parce qu'il me semble qu'il y a vraiment, et ça a été dit aussi, un antagonisme, mais vraiment fondamental, entre le postmodernisme et le judaïsme. Et je voudrais en donner un exemple, et je pense notamment au chapitre que vous avez écrit sur les sépultures. Parce que le postmodernisme, il est tourné vers la mort. Et je me réfère à un livre d'un psychologue qui s'appelle Charles Mellman, et avec un joli titre, L'homme sans gravité. Et le livre commence par la description d'une exposition universelle qui a fait le tour du monde, je veux dire, une exposition de Maccabée, de cadavres. Et Mellman de dire, mais le respect des morts, c'est ça qui fait le propre de la civilisation humaine. C'est ça qui fait le propre de l'humain. Et là, vraiment, il y a un déni des morts. Ensuite, il raconte, il est comme quelque chose de typique, l'exemple d'un patient qui vient chez lui, un patient qui, vu la société postmoderne tout à fait permissive, comme on vous l'a expliqué, a tout essayé au niveau de tous les plaisirs possibles et imaginaires. Et il vient chez lui, justement, parce qu'il est bloqué. Il n'a plus de désir. Alors, Mellman explique, autrefois, les gens venaient parce qu'ils avaient une névrose. Ils avaient des désirs confrontés aux principes de réalité et aux interdits sociaux. Comme il n'y a plus d'interdit social, eh bien, le problème, il n'y a plus de désir de vivre. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un désir de mort. Or,
est-ce que vous avez remarqué que dans les sociétés contemporaines, Israël mis à part, bien sûr, Israël est un cas différent, il n'y a plus d'armée de citoyens. Les armées sont des armées de métier. Les jeunes, dans les pays développés, occidentaux, démocratiques, ne veulent plus risquer leur vie. Regardez le paradoxe. Il n'y a plus de désir de vivre, mais surtout, on ne veut pas risquer sa vie. Et je m'excuse un petit peu, rappelez-vous Hegel, la différence entre le maître et l'esclave, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que le maître, il risque sa vie, et l'esclave non. Donc c'est un esclave. Je voulais dire par cela montrer que le postmodernisme, il est tourné vers la mort. C'est un petit exemple que j'ai donné. Au cours des siècles, il me semble que le peuple juif a toujours emprunté à toutes les civilisations qu'il a traversées. Alors je sais, Schmuel lui dit que le postmodernisme, c'est une idéologie, parce qu'il est sociologue, il parle sérieusement. C'est une idéologie. Mais contrairement à toutes les autres idéologies, contrairement à toutes les autres civilisations, il me semble, et c'est une question que je pose à Benoît aussi, il me semble que là, il y a véritablement une idéologie tournée vers la mort, et donc qui par définition est le contraire même du judaïsme, sans parler du fait que ça met en péril l'État d'Israël. Je dis un mot de ce qu'a dit tout à l'heure Shmuel. Vous savez, la démocratie en Israël, elle est bien en péril. La Cour suprême, elle a entre ses mains plus de pouvoir que la Cour de cassation, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Donc, si vous voulez, on est vraiment menacé quand même, aussi dans l'État d'Israël. Mais c'est une question que je pose, j'aimerais bien qu'on réponde. Non, vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur Rekanati, oui, on s'est parlé. On s'est parlé aujourd'hui. On entend des mots extraordinaires, mais les mots sont importants et ils ont une signification profonde. C'est idiot ce que je dis, mais j'arrive à mon point. Je suis juif, famille de centaines d'années, circoncis, et je peux le prouver. On n'en demande pas tant. J'étais un élève de Manitou. Et le Manitou me dit, une fois, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne portes pas de kippa? Et je dis, c'est simple, je ne suis pas juif. Moi, j'ai élu, je me considère être un hébreu. Et si on a finissait de parler de juifs et de judaïsme, et on parlait d'hébreux et d'hébraïsme. Il y a encore des questions? Merci beaucoup, monsieur Rekanati. Il y a encore des questions? Oui, Dan Berry. Ma question est au professeur Shmuel Trigano. Dan Berry. Je vois dans les porte-parole du postmodernisme un élément de violence verbale et d'imposition de leur pensée qui, il me semble, opposé au contenu de leur doctrine, en quelque sorte. S'il n'y a pas de vérité, alors on ne peut pas affirmer avec une telle intolérance. Comment est-ce que vous analysez ce phénomène? Je crois que... Je ne suis pas du tout intellectuelle. J'ai l'impression qu'on assiste à une crise d'adolescence. Une crise d'adolescence, quasiment intellectuelle, les adolescents, ils en préparent tout d'un coup, ils veulent tout éclater et tout, mais c'est pas facile. Oui, bien sûr. Peut-être quand même on fait une pause, on répond aux questions, on verra après. D'accord. Moi, je crois qu'il y a un grand problème qui se pose pour le sionisme. Il a restauré une souveraineté politique sans la souveraineté, je dirais, métaphysique ou symbolique. Or, il n'est pas de souveraineté sans cette dimension-là, qui est le fondement de la légitimité. Quand les Israéliens disent « nous sommes victimes de délégitimation », c'est une erreur fondamentale. Être légitime, c'est être tout à fait confiant dans son droit d'être ce que l'on est, d'exister, que les autres l'acceptent ou pas. S'ils ne l'acceptent pas, ça se règle sur le champ de bataille. C'est ça la légitimité. Or, ce qui est en jeu, c'est une délégalisation d'Israël qui se joue, mais pas une délégitimation. Mais le fait que
beaucoup d'Israéliens pensent qu'il s'agit d'une délégitimation et l'indice qu'ils ne se sentent pas au fond légitimes, si vous voulez. Et là, c'est un problème réel et pas simplement un complexe, car la question, on peut la poser autrement. Quel est le fondement, effectivement, de l'existence d'une souveraineté juive, d'une souveraineté d'Israël? Et à cette question-là, peut-être, le sionisme politique comme idéologie n'a pas la réponse. Ce n'était pas son problème. Il voulait rendre les juifs normaux, les faire accepter dans le concert des nations occidentales, qui les rejetaient. Relisez le début de l'État juif. Or, si vous voulez, à chaque période, sa tâche, le sionisme a suprêmement réussi à construire un État, une souveraineté, le kibbutz galouyot, etc. Mais il y a encore une autre étape, si vous voulez. Et on rejoint la question que vous posez de l'hébraïsme, mais votre question est gravissime, car quand vous proposez ça, vous remettez en question l'héritage rabbinique, du judaïsme rabbinique. Alors, je suis d'accord pour poser la question, parce que je crois que l'héritage rabbinique a été marqué par l'épreuve de l'exil et qu'il n'est pas tout à fait adéquat à l'invention de la souveraineté. Ça, c'est un grave problème. C'est ce qui m'a d'ailleurs amené à tenter de comprendre ce qu'était la philosophie politique du judaïsme, car je crois que la question qui est posée aujourd'hui au judaïsme n'est pas une question éthique ni morale, mais une question de la politique et de l'historicité, si vous voulez. Et là, l'univers rabbinique n'est pas à même de répondre, il ne peut pas y répondre, c'est une dimension qui a été éclipsée et occultée, sans doute par la force des choses, mais indûment. C'est ça la question. N'oublions pas, si on retient l'idée de Shlosheth Aktarim, la théorie des trois couronnes, couronne de la royauté, couronne de la prêtrise et couronne de la Torah, un des aspects les plus importants de cette doctrine, qui a notamment été développée en Israël par Daniel Elazar, Stuart Cohen, il y a toute une école qui a tenté qui a rénové la réflexion sur la politique dans le judaïsme. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est lorsque le temple a été détruit et lorsque l'État a été détruit, il ne restait que la couronne de la Torah. Mais justement, cette structure tripartite du pouvoir fait que chaque couronne peut prendre en charge l'ensemble des affaires de la collectivité, mais chaque fois dans un angle précis. Si vous voulez, l'angle de la Torah, c'est la conformité des actes et des pensées, des actes, par rapport aux normes, justement, les normes constitutionnelles que représente la Torah dans l'histoire juive. Et si vous voulez, ce qui se produit, c'est que nous héritons d'un judaïsme qui a été uniquement porté par le Keter Torah, par la couronne de la Torah, mais dans l'oubli de la couronne de la royauté et de la couronne du sacerdoce. Et je crois que la résurgence d'Israël sur la terre d'Israël annonce la résurgence de ces deux autres couronnes. Bon, je ne sais pas si je fais une prophétie ici, mais si il y a une règle du système politique juif, alors oui, je peux vous dire que lorsque la couronne de la royauté, c'est-à-dire le pouvoir politique, est restaurée, inéluctablement, si cette expérience a un avenir, les deux autres couronnes se manifesteront sur le tas, sauvagement, je ne sais pas comment, mais si vous voulez, il y a une logique structurelle, il y a une dimension fonctionnelle dans la cité juive qui fait que, en fait, les couronnes n'ont jamais disparu. Elles sont restées occultées, endormies, et la résurgence, la grande révolution du monde juif depuis 25 siècles, c'est la résurgence du Keter Malchut, de l'État. Jamais il n'y a eu d'État aussi puissant que l'État d'Israël contemporain dans l'histoire juive. Jamais. La puissance démultipliée par le pouvoir technique et scientifique d'aujourd'hui, si vous voulez. C'est un choc considérable pour la couronne de la Torah, justement. Mais je crois que si notre existence a un sens, et si l'existence d'Israël a un sens, c'est justement cet enjeu qui doit se jouer et qui va se jouer dans le siècle dans lequel nous sommes entrés. Alors là, peut-être l'hébraïsme, le judaïsme rejoindra l'hébraïsme, si vous voulez. Et c'est ça. Très satisfaisant.
Voilà, c'est ça qui me semble important. Alors, sur la violence verbale, vous avez raison, dans mon petit livre, là, qui est présenté à l'entrée, j'ai tenté de montrer aussi toutes les contradictions internes. Par exemple, on est contre l'État-nation, mais on aimerait bien qu'il y ait toujours un État-providence. Mais l'État-providence, si vous voulez, l'État de la sécurité sociale, du soutien, etc., ça n'existe que parce qu'il y a une nation, c'est-à-dire, vous avez un groupe d'individus qui ont décidé... Qu'est-ce que c'est que la sécurité sociale? C'est un groupe d'individus qui décident de se soutenir les uns les autres si un coup dur arrivait à l'un ou à l'autre. C'est ça la sécurité sociale. Mais dès le moment où il n'y a plus d'individus qui sont d'accord entre eux, qui ont une idée commune, pourquoi est-ce que moi je payerais la sécurité sociale de cet étranger ou d'un autre, etc. Vous voyez? Alors là, il y a une contradiction très forte. La deuxième contradiction, c'est que il y a une transcendance factice dans le postmodernisme. L'idéologie, l'écologie profonde, une sorte de divinisation de la nature, qui fait qu'on se sent coupable envers la mère nature. Bon, vous n'avez pas eu de discussion en Israël sur la taxe carbone, etc. Mais si vous voulez, c'est très intéressant de voir comment, en fait, quand on nie... Vous savez, la transcendance, on ne peut jamais l'effacer de la condition humaine. Vous la chassez, elle revient au galop. Et j'en veux pour preuve le fils d'un rabbin, lui-même athée, fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, qui écrit qu'il n'y a aucune communauté humaine sans une quelconque foi commune entre les individus qui la constituent. Et donc, même les États athées ont créé une religion civile, une religion politique. Et donc, si vous voulez, cette question de la transcendance, elle se reconstitue aussi. Quand Lyotard nous dit que c'est la fin des grands récits, mais son récit sur la fin des grands récits est le nouveau grand récit. C'est-à-dire, il n'y a plus rien, plus de sang, plus de raison, plus de grandes idées, etc. Mais c'est un récit également. Donc en fait, il y a plein de contradictions à ce niveau-là. La violence vient de la dimension transcendantale inévitable. Alors, la transcendance, quand elle n'est pas assumée, elle revient comme le retour du refoulé, vous persécutez. Et si vous voulez, personnellement, je crois que le nationalisme et le totalitarisme ont été du retour du refoulé de la transcendance, ça chassé de l'immanence de la société moderne. C'est ça, il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là, parce que la modernité n'avait jamais projeté qu'il y ait du fascisme ou du totalitarisme. Néanmoins, c'est ce qui s'est produit dans la modernité. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Et donc, si vous voulez, il y a là un rapport dialectique qui fait que justement, on ne peut pas fonder de vie humaine sans cette dimension-là. Et quand on la nie, elle se reconstitue artificiellement et souvent monstrueusement. Il y a toutes sortes d'analyses. Il y a une très belle analyse d'un historien français dont le nom m'échappe immédiatement, mais il explique justement pourquoi la Révolution française a produit la terreur et la guillotine, par exemple. En fonction justement d'une dimension d'économie interne du religieux, si vous voulez, dans le fait de couper la tête au roi, et qui était la tête de la collectivité selon le droit canon et d'ailleurs Saint Paul, si vous voulez. Et là, il y a quand même un enseignement très, très intéressant. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une crise d'adolescence. L'humanité est secouée sans arrêt par une utopie d'un pouvoir sans fin, de toute puissance, si vous voulez. C'est-à-dire l'absence de limite. Et cette utopie, elle est aussi démocratique. Toujours plus de droits, de liberté, etc., etc. Et ce qui n'est pas le cas du régime. Il y a une différence entre le régime et l'utopie démocratique, si vous voulez. Et la question de la limite, c'est d'ailleurs le sujet de Melman dans ce livre, que justement, comme nous avons nié, l'homme moderne ou postmoderne a nié toute limite, son identité s'est décomposée d'une certaine façon, si vous voulez. Parce que la limite, elle aide à se constituer. Et donc, sans une limite, par exemple, tu ne mangeras pas de cet arbre dans le jardin. Peu importe d'ailleurs quel arbre. L'important, c'est que l'interdit soit posé. Parce que l'interdit, c'est ce qui constitue justement la condition de l'identité et de l'identité humaine. Vous voyez ? Donc, voilà. Mais bon, on pourrait comparer aussi le postmodernisme au judaïsme, parce que il ne faut pas négliger que Derrida,
qui est d'ailleurs un des grands papes du postmodernisme, il a engendré toute une école de gens qui parlent du judaïsme et qui étudient le judaïsme en fonction de la déconstruction, dans la lignée de la déconstruction. Et vous le savez peut-être pas, mais dans les études juives américaines, le postmodernisme est très présent à l'université, dans le judaïsme. Et donc la chose va beaucoup plus loin que ce que l'on peut penser à ce niveau-là, car Derrida en plus, il a des idées, il reprend des termes du judaïsme, des idées, en prétendant ne les avoir jamais rencontrés ailleurs, mais bon, Moshe Idel a exactement démontré le contraire, d'une citation des grands courants de la mystique juive dans un livre de Derrida qui prétendait ne l'avoir jamais lu, mais la citation est textuelle, c'est une phrase entière, ça s'est révélé dans un colloque à Paris. Et donc, si vous voulez, il y a un courant des études juives influencé par le postmodernisme et la déconstruction. Et là, on voit que quand même, c'est beaucoup plus profond que ce que l'on peut penser. Alors, en ce qui concerne la question que vous avez posée, je crois effectivement que dans l'enseignement traditionnel, il y a, me semble-t-il, en ce qui concerne le judaïsme, une lacune assez profonde, qui est la suivante: de considérer que ces questions qu'ils étudient ne concernent que le judaïsme. En réalité, toute la pensée juive, depuis la Bible, considère non pas des problèmes juifs, mais des problèmes humains. Et par conséquent, l'intérêt, me semble-t-il, d'une véritable éducation aujourd'hui des textes consiste à relever ce point de vue-là. C'est-à-dire que lorsque le Talmud envisage un problème, c'est pas pour résoudre un problème herméneutique simplement du texte, mais c'est pour faire ressortir la dimension universelle de cet enseignement-là. Il me semble que c'est cela le sens le plus essentiel aujourd'hui de la nécessité de montrer que les problèmes que nous nous posons, ils sont effectivement présents dans la manière dont nos ancêtres ont déjà posé le problème dans leur noyau. Et ce fait d'ouvrir cet enseignement sur un point de vue universel fait que l'on comprend qu'être juif, c'est pas simplement une confession, c'est une certaine façon d'être présent au monde. Et à ce moment-là, si on réfléchit au danger que pose précisément le postmodernisme tel qu'on l'a défini, alors on comprend véritablement en quoi cet enseignement-là est un antidote à tout ce qui peut être ainsi proposé. Mais souvent, on réduit ces problèmes à des problèmes quelconques, je dirais, à ces banalités, et on ne voit pas la dimension universelle de cet enseignement. C'est la chose la plus essentielle. En ce qui nous concerne, pour l'hébraïsme, Manitou, auquel vous vous référez, avait l'habitude de dire la chose suivante que j'ai retenue. Il disait, vous vous rappelez qu'on était hébreu, on est devenu juif et on devient hébreu. C'est ce que j'ai essayé de dire en disant qu'il y a donc une sorte de continuité, un renouvellement, mais qui tient compte de cette continuité. Mais ce qu'il disait en plus, c'est que hébreu, juif, disait-il, c'est une stratégie de survie. C'est-à-dire une stratégie de survie à un moment. Ce que Shmuel a expliqué, que lorsque les cadres de la nation juive, à ce moment-là, se sont ébranlés, il y a eu une stratégie de survie. Sinon, on aurait disparu avec l'État. Il a fallu, par conséquent, que les données essentielles du judaïsme biblique soient traduites maintenant dans le domaine de l'individu et de la famille, plutôt que de la société générale dont nous n'étions plus responsables. Un des éléments essentiels de notre présence ici, c'est justement de reconstruire l'unité de ces facteurs-là, mais non pas en rébellion du judaïsme rabbinique, mais en tenant compte de ce qu'il nous a enseigné et en essayant de voir de quelle manière il peut se confronter à nos problèmes présents. En ce qui concerne Dambéry, c'est vrai,
il est impossible d'être totalement nihiliste. C'est-à-dire que même celui qui est nihiliste, il affirme le nihilisme. Vous avez totalement raison. Il y a une contradiction interne dans cette attitude et dans cette violence dont vous parlez, qui n'est que l'expression d'une certaine frustration, mais d'une certaine incapacité de savoir ce que l'on est, qui se traduit alors par cette violence-là. Je crois justement que c'est aussi une des possibilités d'éducation. Parce que le problème est justement de se confronter à ce nihilisme en montrant qu'il comporte également un certain, quelque chose, un repère auquel on ne peut pas ne pas se référer. Et à partir de cela, de reconstruire une identité. Donc ce n'est pas en la refaisant dans son bloc, mais en essayant d'en tirer les éléments, je disais tout à l'heure, graines d'éternité. Oui, un nihilisme absolu est même le suicide ne peut pas être un nihilisme absolu. Et ce qui me revient à une question de Brigitte, c'est tout à fait exact. Effectivement, il y a le respect des morts, mais dans le cas de la sépulture, en ce qui concerne le judaïsme, le respect du mort, c'est parce qu'il comportait de la vie. Et non pas parce qu'il est mort. La preuve, c'est les Kohanim qui, eux, ne doivent pas se rendre impurs à la mort. Mais nous respectons les morts, non pas parce qu'ils sont morts, mais au contraire parce qu'ils contenaient de la vie. Or, je crois que justement cette possibilité d'avoir une possibilité de renouvellement qui tient compte du passé, mais qui s'affronte avec audace dans l'avenir, c'est ça le secret de notre survivance et de notre amour de la vie. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Choisir la vie », où précisément je montre, face justement au postmodernisme, quelles sont les données essentielles. On peut faire un long discours naturellement sur tout ce que la littérature moderne en Europe, à partir du 19e siècle, continue de mortifère. Et il est sans aucun doute que il y a des dangers de mortification, et ce n'est pas par hasard que nous sommes confrontés à la mort de l'humanité, à la destruction même de l'humanité. La présence des Juifs qui reviennent dans un retour est le plus, je dirais, le témoignage le plus éloquent par le fait même d'un refus de la fatalité du destin. Si on songe qu'il y a 50 ou 60 ans, ce que étaient les Juifs dans le monde, et si on considère aujourd'hui l'État d'Israël, le simple fait de notre existence est une affirmation de vie, que si le peuple avait un tout petit peu de pudeur, je dirais, eh bien ne pourrait pas ne pas le reconnaître comme un phénomène humain d'une importance considérable, d'un peuple qui était au bord de l'extermination et qui s'est soulevé d'un seul coup pour parvenir au plus haut degré d'une certaine puissance. C'est quand même assez extraordinaire, il faut le souligner. Et c'est dans ce sens que la réflexion proposée par Netanyahou sur la reconnaissance de l'État comme un État juif, je pense, vous m'avez demandé si elle va dans le bon sens, il me semble que oui. Je répondrai pas tellement vis-à-vis des Arabes que vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire que l'essentiel est vis-à-vis des Arabes, ce qui importe, c'est que nous soyons par les faits, nous soyons ici une majorité. Ça, c'est très important que la population juive soit une majorité ici et non pas une minorité. Mais parce que nous, par ailleurs, nous sommes majoritaires, c'est le seul endroit où nous pouvons l'être. Or, c'est justement ce qu'on veut nous prendre. Donc, il est très très important que nous soyons majoritaires. Mais vis-à-vis de l'extérieur, il ne s'agit pas de convaincre que vous soyez, il s'agit de convaincre les Juifs à l'intérieur. Et pour cela, je crois que la discussion que peut engendrer cette proposition, même le fait qu'on la rejette et qu'on la discute, est un élément positif qui va dans le bon sens, à mon avis, de l'affirmation de notre État. C'est d'ailleurs le sujet de ces colloques qui sont relevés ici. L'éducation, est-ce qu'elle doit être accompagnée d'éducation dans les écoles?
Donc, sans aucun doute. Une des questions les plus graves, à mon avis, j'ai toujours dit, la question la plus grave de notre existence ici, ce n'est pas la défense, c'est l'éducation. C'est-à-dire précisément ce point de vue-là, et je crois que de ce point de vue-là, il y a énormément à faire, parce que ça, c'est le point faible qui existe aujourd'hui. L'éducation, pas des religieux, mais de l'ensemble de la nation, est à repenser d'une façon totale. Et pour cela, il faudrait effectivement que le peuple se mobilise. Mais une des propositions, cela va dans le bon sens, à condition effectivement qu'on l'utilise comme un levier pour instruire la nation. Je crois avoir répondu à l'ensemble. Oui, je crois que... Oui, peut-être j'ajouterai un mot que, quel que soit ce que les attitudes que peut prendre le gouvernement d'Israël, et nous aussi, le simple fait que nous désirons nous regrouper en nation, en affirmant notre dimension collective, est en opposition avec tout ce qui se fait dans l'Occident. Et par conséquent, quel que soit que nous fassions, de ce côté ou de l'autre, notre existence même pose à une opposition, je dirais, à tout cet effort, je l'ai dit tout à l'heure, d'écarter toutes les frontières et de ne pas s'affirmer dans le sens de la collectivité. C'est pour ça, c'est l'optimisme que j'ai, c'est-à-dire que le simple fait de notre existence pose un problème à ceux qui s'opposent à nous, et que de cela, je l'espère tout au moins, viendra un éclair de délivrance. Une question, et la dernière, parce que après on... Allez, plus fort. Je voulais seulement qu'on se rappelle le nom de Abraham Avinu, d'Israël, qui est tout à fait actuel par rapport à la situation que vous avez dit. Quand Abraham Avinu dit qu'après 2000 ans d'occultation du judaïsme en présence dans le monde moderne, le monde attend de la nation d'Israël qu'elle porte son message. C'est-à-dire que le fait de nous être reconstitués ici depuis une soixantaine d'années, c'est ce qu'on appelle la reconstitution physique. Et le peuple d'Israël n'a pas ouvert sa bouche encore, il n'a pas encore dit le mot qu'il a à dire par rapport au monde. Et je pense que, comme on avait dit à l'époque, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, on avait dit à l'époque que l'islam et le christianisme étaient une manière d'éloigner la Avodah Zara, et que donc c'était une préparation à la venue de Yashem Echad Ushmo Echad, c'est-à-dire de la royauté d'Israël, de Hakadosh Baruch Hu. Et moi je pense que peut-être ce postmodernisme est une deuxième phase du monde qui efface à nouveau ceux qui croyaient, ceux qui en l'a cru si fort, que ce soit le communisme, que ce soit la démocratie, pour faire une espèce de table rase, de nivellement, pour permettre justement à cette royauté, à ce Metziot etc., et la royauté de Hakadosh Baruch Hu, de pouvoir lui créer son cadre de renaissance. Encore une question? Alors, la dernière. C'était pas une question, je suppose. Je veux dire que de ce point de vue-là, je pense effectivement d'une certaine manière, à un certain moment de l'histoire, il ne fait pas de doute que le christianisme et l'islamisme représentaient par rapport au paganisme un certain progrès à un certain moment. Le fait qu'il n'est pas reconnu l'ensemble de l'héritage, mais seulement une partie de l'héritage, contenait déjà le noyau, effectivement,
d'une imperfection qui ne pouvait que poser des problèmes par la suite et qui a fait que l'islam et le christianisme sont opposés au judaïsme. Mais il n'est pas impossible, il est même, à mon avis, possible, effectivement. Nous voyons bien, timidement, mais malgré tout, le fait que le christianisme, en tout cas dans ses hautes sphères, sinon dans la population, a renoncé des ici, par exemple, se rapproche d'une certaine masse, il faut être très prudent à ce sujet, mais du judaïsme, cela viendra aussi de l'islam. Vous l'avez dit, il y a un Shem Echad, un Shmo Echad, et c'est sans aucun doute une des raisons d'être de l'État d'Israël, de confronter et le christianisme et l'islam au fait, finalement, que ce judaïsme, dans sa totalité qu'ils avaient rejeté, le voilà, il est de nouveau là. Donc l'État d'Israël par lui-même pose et au christianisme et à l'islam. Tiens, mais on croyait qu'ils avaient disparu. D'où viennent-ils donc? Ils sont de nouveau là. Donc cela les confronte, peut-être même de notre existence, met en cause leur propre idéologie, pour l'instant d'une façon négative, mais il n'est pas interdit de souhaiter que cela puisse provoquer également une réflexion en profondeur. Et être juif, c'est avoir de l'espérance. Et nous espérons que l'existence de l'État d'Israël est une possibilité, et à mon avis, doit arriver à cela. Alors, il y a tellement de questions abordées. Conclusion, je crois que définir Israël comme un État juif, c'est très bien, mais c'est plus compliqué qu'on ne le croit, si on veut être adéquat à l'enjeu que ça représente. Personnellement, la déclaration peut exister, elle est très bien. Vous savez que dans la future constitution palestinienne, si un jour ça existe, il est dit que la Palestine est un État arabe et gouverné par la charia, applaudi par tous les progressistes du monde. Donc, bon. Mais si vous voulez, si on veut prendre au sérieux la notion d'État juif, mais c'est une révolution culturelle qu'il s'agit de construire, et je ne suis pas sûr que nous soyons encore capables de le faire. Il faut ouvrir le chantier sans aucun doute, mais qui demande énormément d'efforts, de créativité, d'attention, d'engagement, etc., pour que ce ne soit pas une mascarade et que ce ne soit pas simplement un drapeau qui est planté sur autre chose. Donc, si vous voulez, l'État juif, oui, mais beaucoup de travail, une génération, peut-être qu'un nouveau commentaire de la Torah s'impose, justement, dans cette perspective-là, car vous n'avez aucun livre tout fait où vous pouvez ouvrir un livre et trouver une réponse aux questions nouvelles qui se posent sur ce plan-là. Donc, voilà ce que je pense à ce niveau-là. Par ailleurs, le postmodernisme, il peut être vu aussi comme un processus d'autodestruction de l'Occident. Car, en fait, ce à quoi on assiste en Europe, c'est une démission des nations, de la civilisation, etc. Néanmoins, il commence à y avoir, je ne sais pas quel est cet avenir, quelques cercles limités qui ne sont pas d'extrême droite, qui ne sont pas ultra-catholiques. Je citerai par exemple un philosophe qui est professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, qui s'appelle Pierre Manant, spécialiste de la philosophie libérale américaine, etc., donc auteur de traités de sciences politiques, de pensée politique, etc., qui a écrit un petit livre qui s'appelle La raison des nations. Et il constate que les nations européennes sont en train de se décomposer au nom justement des valeurs postmodernistes, valeurs positives, etc. Et alors, asseyez-vous bien, tenez-vous bien, il termine son livre en disant « Mais Israël est l'exemple que nous devons suivre. » Absolument. Et donc, si vous voulez, c'est tout à fait étonnant, parce que, alors, il a une vision d'Israël, mais il ne sait pas que le postmodernisme y fait rage. Bon. Mais, si vous voulez, de loin, ce qu'il voit d'Israël, et il comprend le problème posé aux Juifs de France, etc., qui s'en vont, il en parle, c'est un livre il y a quelques années, en disant, mais Israël, en montrant qu'il était capable
de se battre ou même de mourir pour défendre son identité doit être un exemple pour nous-mêmes. Alors il y a toute une dimension sur la philosophie politique, etc. Mais si vous voulez, peut-être qu'effectivement, est-ce que c'est le début de la rédemption ou pas, mais peut-être qu'il va se faire jour en Occident et en Europe un renversement de perspective. Ce sera quand même difficile, mais il ne faut pas négliger cette possibilité qu'à un moment donné, finalement, on comprendra que le destin d'Israël est en fait un destin exemplaire des nations européennes et que peut-être il y a là une source de renforcement, d'exemples, d'illustrations, etc. Donc peut-être qu'il faut travailler aussi dans ce sens-là, mais c'est vrai que cette attente-là, il y a une attente de ce type-là envers Israël, c'est plus l'attente envers le peuple juif éternel que la nation israélienne, dans le sens limité de la chose, qui se joue. Et c'est là où, si vous voulez, le défi le plus grand, c'est que le peuple juif et la nation israélienne se rejoignent. C'est ça qui est... C'est pas facile, c'est toute une architecture, et je préférais ça plutôt que la notion d'État juif qui est vite dite, mais parce que là, c'est... Si vous voulez, il y a la dimension aussi de la démocratie, du régime, du rapport aux autres, etc., mais aussi de la judéité, de l'identité, et puis de l'enjeu moral qu'est un pouvoir juif. C'est pas uniquement un enjeu national ou identitaire, c'est aussi un enjeu moral qui est réel et qu'il ne faut pas négliger. Donc, je pense que peut-être que cette ligne-là a un avenir, je ne sais pas, mais il ne faut pas négliger cette possibilité. Peut-être que la solitude d'Israël, qui est très profonde aujourd'hui, peut-être que tous les autres vont la rejoindre d'une certaine façon, parce qu'ils sont... Le problème du postmodernisme, c'est qu'il prône la démission de l'Occident démocratique et qu'il fait l'apologie d'idéologies et de cultures intolérantes, ethnocentriques, envahissantes, si vous voulez. Et là, il y a un problème. C'est pas simplement une question morale, il y a un moment où les gens vont se rebiffer. Ce sera le moment d'Israël. Et c'est ce moment-là, c'est là où il faut être présent, il faut répondre présent, si vous voulez. Voilà, j'espère qu'on sera prêt.